Alors, au nom du CIRAM, je vous souhaite la bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Idiatou Ba, professeure au département de géographie en charge de la géographie de l'Afrique, donc au sein de la FFGG, et je suis membre du CIRAM. Je laisserai mon collègue Henri Assogba présenter le CIRAM et présenter notre cher conférencier. Donc, merci de votre intérêt, merci aussi de votre disponibilité. Et j'espère que vous allez vraiment apprécier cette conférence que j'ai eu la chance d'avoir en primeur. Alors, mais je suis certaine que vous ne serez pas déçus. Donc, bonne conférence. Merci Idiatou Ba. Chers invités, chers étudiantes et étudiants, chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, au nom du Centre interdisciplinaire de recherche sur l'Afrique et le Moyen-Orient, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence du CIRAM ici à l'Université Laval, dans cette magnifique salle du pavillon Kruger. Nous sommes honorés d'accueillir cet après-midi M. Luc Nyakadia. Avant de vous présenter en quelques mots, juste quelques mots, permettez-moi de rappeler que l'acronyme du centre CIRAM, c'est le Centre interdisciplinaire de recherche sur l'Afrique et le Moyen-Orient, qui est un centre reconnu ici à l'Université Laval. Créé en 2014, le CIRAM constitue le seul centre de recherche consacré à l'Afrique et au Moyen-Orient, au Québec. Il se positionne comme un pôle d'expertise qui a pour vocation de répondre scientifiquement à un besoin de recherche et de formation. Les activités du CIRAM sont articulées principalement autour de 3 axes de recherche. L'axe 1 s'intéresse aux mobilisations citoyennes, les dynamiques religieuses et la sphère publique. L'axe 2 porte sur l'économie politique de la globalisation et les enjeux environnementaux. Et puis, l'axe 3 s'intéresse surtout à la création et à la transmission des savoirs. Le CIRAM a pour objectif de développer et favoriser la diffusion des connaissances relatives à l'Afrique et le Moyen-Orient, créer une communauté de recherche et des synergies interdisciplinaires, offrir aux étudiantes et étudiants un milieu d'encadrement qui favorise l'accès à des expertises diverses. Organiser également des activités scientifiques en lien avec l'Afrique et le Moyen-Orient, des conférences, des colloques, cycles documentaires et j'en oublie. Parlant d'activités scientifiques, la tenue de cette conférence midi s'inscrit en droite ligne des objectifs de notre centre de recherche. Une belle transition pour en venir à notre prestigieux invité qui a une excellente réputation qui la précède. Je vais me limiter à une brève présentation de son parcours. Luc Nyakadia a été le secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification pendant 2 mandats successifs. À ce titre, il a été l'architecte du concept de neutralité de la dégradation des terres, un concept qu'il a promu avec succès lors du sommet de Rio+20 qui s'est tenu en 2012 et qui est devenu l'une des cibles des objectifs du développement durable. M. Nyakadia a également été ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme de son pays d'origine, le Bénin pour ne pas le nommer. Il est le fondateur et président de GPS-Dev, qui est un think tank dont la mission est de rendre les systèmes de gouvernance plus propices au développement durable, notamment en Afrique. Dans cette conférence midi sur l'urbanisation durable, M. Nyakadia va souligner toute l'importance de repenser le développement urbain en Afrique à travers 4 problématiques, à savoir la résorption du déficit infrastructurel des villes africaines, la valorisation des informalités urbaines, là je vais demander, je compte sur son sens aigu de la vulgarisation pour nous le dire en français facile, le rôle catalyseur des villes dans la transformation durable du continent et la concrétisation des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine intitulé « L'Afrique que nous voulons ». Sur le déroulement de la conférence, je vous informe que notre invité dispose d'une quarantaine de minutes pour aborder les grandes lignes de la thématique retenue. Suivra une phase de questions-réponses que je vais co-animer avec ma collègue Idiatou Ba, également membre du CIRAM.
Nous allons clôturer l'activité par des échanges informels autour d'un café et quelques viennoiseries offerts par notre centre de recherche. Bon, je vous ai dit que je devrais avoir quelques mots, j'ai assez parlé. Je m'empresse de laisser la place à notre invité, M. Lik Yakadia, vous avez la parole. Merci bien. Bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi d'être des vôtres cet après-midi par un temps très béninois, comme vous voyez. Je repars demain, je suis heureux d'expérimenter le meilleur du printemps de Québec et je m'en réjouis. Je voudrais vous parler de l'urbanisation en Afrique, les défis et les promesses aussi. Et ce que ça implique, non seulement de recherche, mais ce que cela contient aujourd'hui de biais de perception qui fait que l'urbanisation en Afrique ne tient pas encore ses promesses et ce qu'il faudrait faire pour que cela puisse tenir ses promesses. Je voudrais montrer aussi comment est-ce que, quand ces promesses sont tenues, la transformation de l'Afrique sera effective. Mais sans elle, l'urbanisation va continuer à être le défi de l'Afrique, va continuer d'être le frein de sa transformation. Donc voilà comment est-ce que je vais parcourir cette présentation-là. Je l'ai faite très, très colorée, vous allez voir, avec beaucoup d'images contextuelles. Et certainement, je serai heureux d'avoir vos questions, vos retours sur l'entendement que vous avez de ce que j'ai dit. Et certainement, je me réjouirai de vos avis qui ne seraient pas convergents. Parce que c'est de cette dialectique-là que se nourrit certainement un centre comme le CIRAM. Et à l'entame, je voudrais remercier le professeur, moi je l'appelle Henri, et Madame Ba, et tout le CIRAM pour m'avoir invité et associé à ce programme d'aujourd'hui. L'Afrique est très diverse et il en est de même pour les villes africaines. Il n'y en a pas qu'un. Vous m'entendrez parfois parler de la ville africaine, ce n'est pas abus de langage. Il y a des villes africaines. Je m'emploierai à montrer les similitudes, ce qu'elles ont en commun comme défi, ce qu'elles ont en commun aussi comme promesse de transformation. Je vais souvent aussi relier la ville à son territoire. Moi, je ne sais pas parler de la ville sans parler de son territoire. En réalité, la ville ne peut pas exister sans son territoire. Maintenant, quand on parle de territoire, on parle de beaucoup de choses. Quel territoire? Il y a bien sûr le territoire administratif, il y a le territoire géographique. Moi, quand je dis territoire, s'il vous plaît, j'entends souvent ou toujours, ou presque toujours, le territoire écologique, le territoire dont la ville dépend, en particulier en termes de services écologiques, sans lesquels la ville et son économie ne peuvent pas exister. Mais ce n'est pas une démarche qui est courante. On parle souvent de gestion urbaine. Moi, j'associe souvent la gestion urbaine à la gouvernance territoriale. Si on fait l'un sans faire l'autre, c'est la ville qui en pâtit et le territoire qui en pâtit. Voilà les éléments d'introduction dont je voudrais vous parler. Henri en a parlé dans son introduction. Je vais résumer les problématiques comme suit. Quel rôle pour les villes dans la transformation durable de leur territoire? Comment transformer, d'abord, qu'est-ce qu'une informalité urbaine et comment les transformer en atout? Et pourquoi il faut les transformer en atout? Et comment, pour que le développement soit durable pour la ville, pour son territoire, pour le pays et par conséquent pour le continent? Et enfin, je vais faire une rapide introduction de ce qu'est l'agenda 2063 de l'Union africaine et qu'on appelle l'Afrique que nous voulons et comment est-ce que l'urbanisation figure dans cet agenda-là pour 2063. On peut se demander pourquoi 2063. En fait, l'Union africaine
dont l'ancêtre s'appelle l'Organisation de l'Union africaine, a été créée en 1963. Et donc, quand l'Union africaine a célébré les 50 ans, ils ont fait une projection maintenant 50 ans plus loin, donc en 2063. Et c'est cette projection-là qu'on a appelée l'Afrique que nous voulons. Une sorte de parallèle avec le futur ou l'avenir que nous voulons, qui, lui, est, comment je dirais, le chapeau des objectifs de développement durable. Je voudrais peut-être vous partager avec vous mes définitions, les miennes, celles que je préfère en tout cas, quand on parle de ville. Il y en a plusieurs, hein, mais j'en ai 3 que je voudrais vous présenter. La première, c'est celle d'un biologiste écossais qui a dit que la ville est un organisme vivant. Et souvent, on oublie que c'est un organisme vivant. La ville est un organisme vivant, d'où l'importance d'une planification qui doit prendre en compte non seulement la géographie locale, les historicités et les processus et dynamiques, y compris relatifs au conflit du territoire. Il y a un autre qui, lui, est philosophe, qui a élaboré le concept du droit à la ville. Il s'appelle Henri Lefebvre, et la ville est une projection des sociétés au sol. La ville est une projection des sociétés au sol. J'aime bien ça aussi. Ce qui implique que chaque individu, dans une société donnée, une communauté donnée, a le droit à la ville et par conséquent peut réclamer le droit de participer à la planification et à la mise en œuvre de la gestion urbaine et du territoire. Le troisième, les 2 autres, je ne les ai pas connus personnellement, mais le troisième, je le connais personnellement, c'est un professeur de linguistique à l'Université nationale du Bénin, et il a dit ceci: la ville est l'expression spatiale et matérielle de la structure sociale, des valeurs, des aspirations et des conflits d'une société. Et ce qui va suivre est la partie la plus importante que je souhaite que vous reteniez. Il a dit, nous ne devons jamais perdre cela de vue quand nous pensons au développement urbain durable. Que la ville est une expression spatiale matérielle de la structure sociale, des valeurs, des aspirations et des conflits. Et quand on parle de développement urbain durable, on doit garder cela à l'esprit. Donc, cette définition vous permettre de contextualiser ma perception et peut-être vous permettront de mieux appréhender d'où je viens et pourquoi j'ai les positions que j'ai. En ce qui concerne cette définition d'un pays à l'autre, ça change amplement. J'ai cherché à savoir au Canada, à partir de quel seuil est-ce qu'un établissement humain est qualifié de ville. J'ai compris, Canada, État fédéral, ça dépend des provinces. Et même dans une même province, ça dépend de beaucoup de choses. Mais l'un des seuils les plus courants, semble-t-il, c'est, en ce qui concerne le seuil démographique, c'est 1000 habitants. Mais en Chine, vous n'êtes même pas qualifié avec 1000 habitants à devenir un village. Vous êtes un truc, un machin, dans un espace, même pas un bourg. Mais vous voyez, quand les vastes espaces où il y a peu de densité, comme au Danemark ou en Suède, c'est 200 habitants. Et il y a des pays qui ont une combinaison, et souvent c'est une combinaison de critères qui prennent en compte les fonctionnalités de la ville, administratives, économiques, sociales, historiques, spirituelles. Si vous allez au Sénégal, la ville de Touba, c'est une énorme ville qui suscite auprès de ses habitants, mais aussi auprès de presque tous les Sénégalais, de tous ceux qui sont des croyants, un attachement incroyable. C'est comme la ville, la Mecque ou Rome. Quels sont les enjeux qui lient la ville à son territoire? Moi, j'ai listé ceux-là. Beaucoup des choses que je vais dire ici, je les ai résumées dans un article que j'ai écrit en 2022, dont le titre est « The Cities of the Africa We Want », les villes de l'Afrique que nous voulons. Donc, si vous googlez, vous trouverez cela. À mon avis, les enjeux
qui relient la ville à son territoire sont d'abord des enjeux de gouvernance et d'aménagement du territoire. C'est très important. C'est aussi des enjeux économiques et de compétitivité locale. Et vous verrez pourquoi, quand je vais vous dire, vu par moi, encore une fois, en toute humilité, quelle est la raison d'être d'une ville, surtout en Afrique. Et ce sont des enjeux d'inclusion sociale, de culture, d'accès aux services urbains, ce sont des enjeux aussi de mobilité, de connectivité. Et enfin, ce sont des enjeux, surtout, j'allais dire, d'environnement et de gestion durable des ressources naturelles. Cela, quand on le garde à l'esprit, on peut comprendre pourquoi parler de la ville sans parler du territoire est comme une sorte d'hérésie. Et pourtant, dans bien de contextes, en particulier quand on parle de développement urbain, quand les acteurs, y compris les partenaires au développement, parlent de développement urbain en Afrique, ils voient la ville intramuros. Mais pourquoi est-ce que c'est dangereux? En 2018, la ville du Cap était à 3 mois de ne plus avoir d'eau potable dans ses tuyaux. 3 mois. Ils n'avaient plus que 3 mois de réserve. Et ils avaient 3 mois de réserve après avoir mis en place un système de rationnement, où même les hôtels de luxe étaient rationnés. Ou quand vous passez dans les couloirs des hôtels de luxe, près des toilettes, vous sentiez une odeur, un parfum qui vous montre qu'ils n'ont pas assez d'eau pour faire le rinçage des urinoirs. Et face à un tel danger, il faut savoir que la ville du Cap est une ville qui a une agriculture incroyable. Ils produisent un vin que certainement les Canadiens connaissent bien, pas un vin des vins. Ils ont dû mettre autour de la table tous les usagers des bassins d'eau dont relève la ville. Sachant que les agriculteurs, dans certains cas, consomment jusqu'à 80% de la ressource en eau. Et c'est ensemble avec ceux-là, donc ceux qui sont en amont par rapport à la ville, mais aussi ceux qui sont en aval, parce que ce que la ville rejette dans les eaux affecte ceux qui sont en aval. Donc c'est tous ceux-là qui ont été mis autour de la table pour concevoir un plan d'adaptation et de résilience. Et c'est comme ça qu'ils ont rattrapé le coup. Donc, et je crois que ceux qui gouvernent la ville ont appris à ne plus faire ça. De la même façon, dans les années 70, la ville de New York était presque en quasi-banqueroute et ne pouvait plus financer la nouvelle station d'épuration qui était nécessaire pour continuer à alimenter la ville en eau. Et quelqu'un, lors du conseil municipal, a posé la bonne question. Mais pourquoi devrions-nous aussi régulièrement construire de nouvelles stations d'épuration? Et quelqu'un a dit, mais c'est parce que ceux qui sont en haut là-bas, qui font de l'agriculture intensive, font une agriculture qui font que nous on récolte des pesticides qu'il faut épurer. D'où cette question a conduit la ville à faire ce qu'ils ont appelé cross-subsidies, à savoir que la ville a pris sur elle des ressources pour inciter ceux qui sont en amont à faire une agriculture plus vertueuse. Alors, c'est pour ça que c'est essentiel de parler, de lier toujours la ville à son territoire. Maintenant, parlons un peu de développement durable. Ce n'est pas nouveau pour vous, ce n'est certainement pas nouveau pour ceux qui nous suivent aussi en ligne. C'est un développement qui permet aux générations d'aujourd'hui de satisfaire leurs besoins sans en cela réduire la capacité des générations à venir de faire de même. Dans cette définition, tout est question de besoin. Et progressivement, on a fini par réduire besoin au sens de Maslow, à savoir dans la pyramide de Maslow, les besoins aspirationnels qui sont aussi du domaine des capacités, des potentialités. Ces besoins-là sont devenus simplement des besoins de base. C'est comme ça qu'on a défini les OMD. Et de façon presque incidente, quand on parle de développement durable, on parle de besoins, et on a généré une course à la satisfaction des besoins au lieu de faire ce pourquoi c'était prévu, une course à la production responsable, une satisfaction responsable de ce que nous consommons, ce qui implique aussi que chacun déploie son potentiel pour produire durablement et consommer durablement. Donc, le développement durable a produit
davantage de consumérisme. Et c'est pour ça qu'à l'occasion des 50 ans de la définition, moi j'ai proposé qu'on revoie cette définition-là, simplement pour prendre en compte le biais qui est intervenu dans sa mise en œuvre, pour bien expliquer que quand on parle de besoins, on parle non seulement de besoins, mais de capacité, en relation avec la capacité de la nature à porter nos besoins. Et c'est dans cette relation dialectique-là qu'on peut aller vers le développement durable. De la même façon, quand on parle de développement durable, il y a comme un facteur incident, mais qui est au cœur de la réussite du développement durable, la gouvernance publique. Cette gouvernance publique, là où elle est tangible, là où elle est matérielle, là où elle associe tous les acteurs, y compris le citoyen, les décideurs politiques, c'est dans un territoire. Mais la gouvernance publique, moi j'aime bien celui qui l'a défini comme étant la bonne gouvernance publique, comme étant la qualité des transactions de pouvoir entre le gouvernement, qui a reçu délégation de puissance publique, la société civile, donc les citoyens aussi, et le secteur privé, donc le marché. Et le gouvernement est celui qui, de par ses responsabilités, veille à la régulation de cette transaction de pouvoir, leur qualité, pour qu'il y ait une gouvernance publique qui marche pour tous. Voilà quelques éléments de définition. Maintenant, je voudrais aborder mon propos. Et pour cela, je voudrais dire que quand vous regardez la littérature, on a l'impression que l'urbanisation est née en Afrique avec la colonisation. Il n'y a rien de plus faux. Mais il n'y a rien de vraiment plus faux. Je voudrais en cela apporter quelques éléments d'illustration sur ce que fut l'architecture précoloniale qui remonte dans bien des cas à plus de 3000 ans avant Jésus-Christ. Je ne fais pas simplement référence à la vallée du Nil, mais y compris les curricula que moi j'ai suivis en Afrique et en Europe et aux États-Unis. Et ceux qui ont cours en Afrique, ces éléments-là ne sont pas enseignés. On a l'impression que la modernité est celle qui est venue avec la colonisation. Vous voyez, ça, ce sont les images sur lesquelles je vais passer rapidement, mais qui portent sur des villes précoloniales qui étaient là avant la colonisation et qui, malheureusement, sont sorties des radars de ceux qui, aujourd'hui, conçoivent les villes africaines, de ceux qui les pensent, y compris de ceux qui les gouvernent. Vous voyez, vous avez là la ville de Djenné, qui est connue, et vous avez aussi une autre ville, celle de Kano. Les deux images montrent leur évolution dans le temps. Vous avez une autre ville qui est celle-là, béninoise, celle de Kétou. Et vous avez, par exemple, vous voyez cette magnifique mosquée avec les images autour du paysage urbain. Ce sont des éléments qu'on a perdus de vue. Et pourquoi on les a perdus de vue, je ne sais pas. Mais si, je sais. C'est simplement qu'il s'est produit, avec le choc de la colonisation, il s'est produit un biais de perception. Et on va en parler quand on parlera des informalités. L'urbanisation précoloniale était un récit de société complexe, mais qui était dans une relation, entre guillemets, symbiotique avec l'environnement. Et c'est cela qui a été perdu. Et on a embrassé une autre modernité. Mais souvenez-vous, c'est les acteurs du Bauhaus allemand qui ont défini la modernité comme étant là où les formes reflètent les fonctions. Les formes doivent refléter les fonctions. Ça veut dire que la forme est au service de la fonction, fondamentalement. Et si on traduit ça dans l'aménagement urbain, vous retrouvez cela dans l'histoire des villes africaines, mais pas dans celle d'aujourd'hui. Cette relation organique est une nécessité, une exigence. J'ai déjà parlé de Djenné. Vous voyez la ville de Timbuktu, par exemple. Elle avait 3 universités en ce temps-là. Et avec des aménagements, aujourd'hui encore, il y a beaucoup de supports. Certains ont été perdus, d'autres sont encore disponibles. Et quand on parle d'architecture, elle était en relation avec la production des
par des matériaux locaux. Donc chaque fois, c'était une sorte de logique de circuit court. Vous voyez d'où je viens. Ma définition, l'histoire. Maintenant, regardons ce que l'urbanisation en Afrique a comme défi, comme opportunité, et pourquoi est-ce que les informalités urbaines sont ou doivent être au cœur, et pourquoi elles sont pour le moment hors des radars. Voilà l'Afrique, dans cette dynamique d'urbanisation. En Afrique, l'urbanisation va plus vite que tout. Plus vite, la population urbaine double tous les 20 ans. Plus vite que la capacité d'investissement, plus vite que la capacité de planification, plus vite que les infrastructures, plus vite que tout ce qui est nécessaire pour appréhender et maîtriser la ville. Et conclusion, en fait, cette urbanisation-là, si vous regardez même les données qu'il y a dans les statistiques nationales, ces données sont dépassées. Les villes ne connaissent même pas leur territoire. Or, la première richesse d'une ville, c'est son territoire. Appréhender quel est le périmètre de la ville. C'est même la première assiette fiscale pour la ville. Donc, les villes ne connaissent pas ça parce que ça va trop vite. Et le moment qui se passe en général, si on utilise les outils d'aménagement urbain, de planification urbaine comme les schémas directeurs, entre le moment où on faisait un schéma directeur, comme pour ce que moi j'ai appris à l'école il y a 40 ans, il fallait louer des avions, faire des couvertures de photographie aérienne, ainsi de suite. Entre ça, le moment où on conclut l'évaluation situationnelle et le moment où on fait un projet qui doit être validé, il se passe au moins 2 ans, voire 3 ans. Dans ce délai-là, l'analyse situationnelle est devenue fausse. Elle n'est plus pertinente en beaucoup d'endroits. Aujourd'hui, fort heureusement, on peut faire autrement, mais la logique, la mentalité pour faire est toujours celle de ce moment-là. Et c'est ça qui doit changer. Si vous entendez, les gens parler des villes africaines, on me dira que, en fait, c'est l'exode rural qui constitue l'urbain en Afrique. C'était vrai dans les années 60-70. Ce n'est plus vrai aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, ce sont les dynamiques démographiques urbaines qui font la population urbaine dans sa croissance à 60%. Donc, au 3/5e. Si on veut tenir compte de ça, je voudrais vous donner juste un exemple rapidement au Bénin. Au Bénin, il y a une ville qui s'appelle Abomey-Calavi, qui est une ville satellite de Cotonou, et qui a vu sa population multipliée par 5 entre 2 recensements censitaires. Par 5. C'est autant dire trop vite pour tout le monde. Conclusion, les dysfonctionnements qui sont en place font que les capacités d'investissement courent après un problème. Le problème. Voici les défis en commun. Et là, je voudrais préciser que je m'adresse aux villes subsahariennes. Il y a beaucoup de choses qu'elles ont en commun avec les villes du Maghreb, mais puisqu'il y a des statistiques, je voudrais que vous gardiez à l'esprit que là, je parle des villes subsahariennes. L'urbanisation se fait avec une accumulation de risques. On verra comment. Si on veut retenir un chiffre, je vous suggère de retenir le chiffre de 60%. Pourquoi? Parce que la population urbaine en Afrique, dans les villes en Afrique au sud du Sahara, donc les villes subsahariennes, elle est jeune à plus de 60%. C'est-à-dire 60% de la population a moins de 25 ans. Imaginez le défi démographique, mais aussi le potentiel s'il y a un travail, un investissement qui est fait pour capter cette dynamique démographique-là, ce dividende-là. Donc, il faut pouvoir le cibler comme étant un défi urbain. Ensuite, il y a la fragmentation. Cette fragmentation, elle est institutionnelle, elle est spatiale, elle est économique. Ça veut dire quoi, fragmentation? C'est le fait qu'il y a une discontinuité entre ce qu'on voudrait faire et ce qui se fait. Conclusion, de cette fragmentation, il y a comme des systèmes de gouvernance qui viennent du bas. Les populations inventent ce qu'il leur faut, ce dont elles ont besoin en l'absence de la ville,
en l'absence d'urbanité, un ensemble de services urbains, elles se débrouillent et elles inventent. Et cette invention, cette innovation de gouvernance, on l'appelle communément informalité urbaine. Parce qu'on dirait que ça n'a pas de forme. En fait, ce n'est pas conforme à ce à quoi on est habitué quand on parle de services ou de fonctionnement urbain. Et vous voyez, c'est aussi l'illustration que la gouvernance elle-même est fragmentée. Maintenant, regardez les 7 caractéristiques que je suggère. En fait, selon moi, la première, la population elle est très jeune, communément autour de 60%, à moins de 25 ans. La deuxième, c'est ce que j'ai appelé les informalités urbaines. Elles sont non seulement au niveau de la gouvernance, elles sont aussi au plan économique. Imaginez que 90% de l'emploi urbain est généré par le secteur informel. 80% du PIB de la ville est généré par le secteur informel. La population vit à 60% dans des zones périphériques dites quartiers informels. La ville africaine, elle est informelle. Mais ceux qui la caractérisent ne vous diront pas qu'elle est informelle. En réalité, informelle est devenu comme une sorte d'adjectif péjoratif. Donc personne ne veut s'en servir. Et pourquoi c'est péjoratif? C'est péjoratif, tout à l'heure on va le voir, à cause de l'histoire. Mais il faut se décider pour regarder la ville, non pas telle qu'on la fantasme, mais telle qu'elle est, si on veut véritablement s'attacher à régler ces problèmes. L'étalement, j'en ai parlé. Imaginez qu'entre 1990 et 2015, 90%, entre 1990 et 2015, 90% des nouveaux urbains ont été accueillis dans les quartiers informels. C'est pour vous dire. Et il y a les villes capitales sont toujours trop grandes. Il fut un temps où, pas si loin, où Bamako attirait 75% de l'investissement, du financement administratif de l'État malien. 75%. Autant dire qu'il restait 25% pour les autres villes maliennes. Donc, conséquence, l'État n'est pas assez présent dans ces villes-là. Et conséquence, l'informalité. Et conséquence, toutes les formes urbaines qui sont à redouter se sont installées. Si cela n'explique pas toutes les crises, cela en tout cas les a facilitées. Il y a la grande vulnérabilité, en particulier aux crises. Et une vulnérabilité toute particulière est celle liée au changement climatique, je vais la montrer tout à l'heure. Il y a les faiblesses institutionnelles, j'en ai parlé. Et il y a enfin la plus grande insécurité urbaine dans les villes africaines, c'est le foncier. Parce qu'il n'y a pas de cadastre, parce que les gens s'installent dans les zones, dans les quartiers dits périphériques, parce que parfois, ils s'installent, ils construisent, et c'est 30 ans après que vient ce qu'on appelle le lotissement, les ouvertures de voies, et on doit casser. Donc, conclusion, l'investissement n'est pas garanti, et ceci peut expliquer le fait que la ville africaine, dans ces investissements, n'est pas assez attrayante. L'urbanisation en Afrique, en fait, révèle une sorte de manque de compétitivité. Si vous prenez un taux d'urbanisation comparable, et vous comparez l'Afrique avec les autres régions qui ont connu le taux d'urbanisation de l'Afrique à la période où il l'avait, le PIB généré, il faut savoir que 80% du PIB du monde est généré dans les villes. Et le PIB généré en Afrique est en retard ou est inférieur de l'ordre de 30 à 40%, par exemple 28% pour les villes d'Asie de l'Est et du Pacifique, quand ces régions-là avaient ces mêmes taux d'urbanisation, et de 55% en retard par rapport aux villes d'Afrique du Nord et de l'Amérique latine. Ça signifie que les villes africaines ne sont pas compétitives. Quand on en dit ça, on doit pouvoir comprendre pourquoi elles ne le sont pas. Et quand une ville n'est pas compétitive, son pays ne peut pas l'être. Maintenant, regardons un peu l'urbanisation et la perte de biodiversité. En décembre 2022, je crois, Montréal a accueilli la COP sur la biodiversité et il a été conclu ici un nouveau cadre mondial sur la gestion de la biodiversité, avec une cible 12 qui veut que les villes puissent devenir
moins prédatrices de l'environnement et puissent être entraîner davantage de processus de restauration. Mais il faut savoir qu'en Afrique, du fait que la croissance urbaine se fait sur des zones interstitielles entre la ville et son arrière-pays, ça se fait sur des zones sensibles, sur des zones humides, et ainsi de suite. La croissance a pour implication la perte de biodiversité. Vous voyez sur cette carte-là, la ville de Dakar a perdu 34% de ses espaces verts entre 1998 et 2008. Là, je parle d'espaces verts intramuros. Je ne parle pas encore des espaces verts qui ont été perdus ou des zones à fort potentiel de biodiversité qui ont été perdus du fait de l'étalement de Dakar. Lagos n'a plus que 3% de son périmètre en espace vert. Autant dire que ce n'est pas viable. Et de nos jours, en Afrique, la semaine dernière, à Porto-Novo, il a fait 40 degrés de température. Dans une saison où normalement on ne dépassait pas 28 degrés. C'est pour vous dire. Et quand ça arrive comme ça, ce sont les espaces verts qui sont comme le bouclier pour les villes et les populations. Pour le défi climatique, l'Afrique a des villes qui sont très vulnérables au choc climatique. Mais cette vulnérabilité n'est pas liée à la nature du choc, comme on pourrait le voir dans les Caraïbes, où il y a des ouragans qui sont en compétition pour être les unes plus fortes que les autres. Ici, il s'agit d'un défi infrastructurel et de capacité. Et chaque fois qu'il y a un choc climatique et qu'il y a des morts d'hommes, on le voit dans les quartiers dits périphériques, qui sont des quartiers informels. Pourquoi? Parce que ce sont des quartiers qui sont sous-équipés et où les populations n'ont pas de capacité. Vous voyez là, il y a ici, là, c'est une rue de Cotonou qui, lors des inondations de 2010, qui étaient exceptionnelles, on a pu se déplacer dans la ville de Cotonou comme on se déplacerait dans une ville lacustre. Maintenant, venons-en à l'informalité. Il y a un match de fait entre les quartiers informels et les quartiers formels. Ce match de fait, vous le voyez, c'est ce que reflète cet assemblage-là, ce montage-là, où on voit ici un quartier formel, là un quartier informel, et en haut, l'image que l'on retient, puisque le quartier formel est plus petit que le quartier informel, c'est que la ville africaine a tendance à avoir surtout cette image au-dessus. Et c'est une dynamique qui, au lieu de régresser, est en croissance. Vous voyez là les pays africains avec la progression des quartiers dits informels. La population vivant dans les logements informels a doublé dans plusieurs pays africains entre 2000 et 2018. Et l'Afrique est la dernière région au monde où on voit ainsi des progressions de l'informalité, des progressions de la précarité urbaine. Le match entre l'informel et le formel, l'appellation informelle, certains historiens l'ont documenté. Quand il y a eu les premières installations d'Européens et parfois aussi d'Arabes sur la côte Est en Afrique, ça a été d'accord parti. Les gens sont venus pour le commerce, on les a installés. Et quand ils se sont installés, surtout les Occidentaux, ils ont commencé, leur installation s'est faite avec la même manière de faire la ville, des rues orthonormées qui étaient devenues la ville formelle. Et la ville autochtone en face était la ville informelle. Parce que les rues étaient moins orthonormées, plus symbiotiques, je dirais, plus organiques, mais informelles. Et ce biais est resté. Et le match fait qu'aujourd'hui, la ville formelle attire toujours plus d'investissements et la ville informelle qui va plus vite. Je vous ai dit, entre 1990 et 2015, les quartiers informels ont accueilli 90% des nouveaux urbains. Eh bien, les quartiers informels attirent toujours moins d'investissements que les quartiers formels. Ce qui explique que l'informalité ou les quartiers informels progressent toujours plus vite parce que
attirant toujours moins d'investissement. Et quelqu'un m'a demandé, lors d'une rencontre comme celle-ci, dans un cours, m'a demandé, mais pourquoi est-ce que ce qui croît plus vite et qui est toujours plus important attire moins d'investissement? Eh bien, c'est parce qu'il y a un biais. Il y a un biais. Le biais de perception dont je vous ai parlé est un biais prégnant dans la tête des décideurs africains, dans la tête de leurs partenaires au développement. Il y a comme une préférence à investir dans la ville formelle. Quand on parle de rénovation urbaine dans un quartier formel, c'est qu'on amène davantage d'aménagement urbain. Et vous verrez rarement des déguerpissements. Mais quand on va dans un quartier informel, qu'on parle de rénovation urbaine, ça signifie bien souvent du déguerpissement. Parce que la logique est toujours une sorte de logique qu'en France on appelle haussmannienne, où on rentre dans les quartiers dits informels et on casse tout. En oubliant que ce qu'on casse, mais c'est du capital humain, ce sont des investissements. Et que peut-être que si on s'y prenait autrement, on n'aurait pas besoin de tout casser en tout cas. Donc vous voyez, ces six éléments-là donnent les raisons pour lesquelles il y a cet entendement que l'informalité est à démolir. Et une des choses qui explique cela, c'est le manque de données. Le fait qu'on ne sait pas appréhender la contribution de l'informel à la ville. Je vais vous donner un exemple. À Cotonou, les mototaxis assurent l'essentiel de la mobilité urbaine. L'essentiel. Mobilité locale, 90%. Mobilité d'un arrondissement à un autre, 80%. Il y a un travail, une étude qui est en cours actuellement pour faire ce qu'on a appelé une étude de mobilité urbaine du Grand Nokoué, qui est en fait mobilité urbaine de la ville de Cotonou et des villes qui sont satellitaires. Vous voyez une analyse situationnelle qui montre que les mototaxis sont l'essentiel du service aujourd'hui. Et quand vous passez de cette analyse situationnelle pour voir maintenant quelle est la stratégie proposée, eh bien vous allez voir que cette stratégie qui est proposée, elle est proposée pour la voiture. Il suffit de taper la proposition qui est faite et chercher l'occurrence mototaxi. Au Bénin, on dit Zémidjan ou Zim. Vous verrez que ceux qui ont fait l'étude et la proposition l'ont faite avec le biais dont je parle. Et tant que ce biais ne passera pas, eh bien on fera toutes les études du monde, on ne va pas régler le problème. Or, dans ce que je vous disais, l'Afrique que nous voulons, vous pouvez googler ça, vous allez voir, c'est une vision ambitieuse de l'Afrique pour 2063, avec des plans pour 2030. Et ce que j'ai mis là, c'est ce qu'il y a dedans pour 2030. L'urbanisation est au cœur de l'Afrique que nous voulons. Il est écrit que cette idée de l'Afrique telle que c'est décrit, c'est une Afrique intégrée, prospère et pacifique qui représente une force dynamique sur la scène mondiale. Eh bien, toutes les régions du monde qui sont influentes dans le monde le sont par leur ville. Et si, dans la mise en œuvre de l'agenda 2063, on n'a pas compris ça, on va se retrouver en 2063 sans avoir travaillé à ce que l'Afrique devienne une force dynamique dans le monde. Et le document dit que cette stratégie reconnaît l'importance de l'urbanisation pour le développement durable du continent et précise que cela met en avant la nécessité de promouvoir une urbanisation planifiée et inclusive. Alors, si on a retenu cela, et si vous tenez compte de ce que je viens de vous dire, on peut peut-être, si vous n'êtes pas d'accord, vous me direz tout à l'heure, oser repenser les villes africaines. Se débarrasser des biais de perception, y compris explicites ou implicites, pour penser les villes africaines autrement. Les penser comment? Le défi central, à mon avis, c'est le défi qui consiste précisément à mieux appréhender les informalités urbaines et à les transformer en atouts. Si on ne fait pas ça, on ne pourra pas faire une urbanisation qui soit performante, une urbanisation qui permette ce que nous avons convenu dans l'agenda 2063. Or,
Pour moi, la ville a une raison d'être. La ville africaine a une raison d'être. Cette raison d'être, je l'ai écrite là, elle est d'abord un lieu de mutualisation des populations, de leur accès aux services publics. Elle est aussi un lieu qui facilite l'innovation, la transformation, la création de valeur ajoutée pour les populations. Elle permet de connecter les populations avec d'autres populations, y compris même de connecter les écosystèmes de façon profitable pour toutes les parties. C'est ça qu'on appelle la compétitivité, mais une compétitivité qui apporte aussi de la résilience. Elle permet, ce faisant, de faire de la valeur ajoutée d'un territoire, pas seulement la ville, puisque la ville, au lieu d'être simplement un lieu de passage de la production de son arrière-pays, devient un lieu de valorisation. Maintenant, il y a une autre catégorie de villes qui est très importante en Afrique, c'est celle des agglomérations dites frontalières. Cette définition proposée par un think tank financé par l'OCDE dit qu'on classifie les villes frontalières comme les villes qui sont à 40 km d'une autre ville, de l'autre côté d'une frontière. Par exemple, Kinshasa et Brazzaville sont deux villes frontalières. La population urbaine de l'Afrique, au sud du Sahara, il y a entre 6 et 8% qui vivent dans des villes frontalières. Mais elles pèsent plus que leur poids démographique. Parce qu'en réalité, si on veut que l'Afrique performe, si on veut que le marché unique soit une réalité, il faut que les pays qui ont en partage des villes frontalières s'accordent pour investir afin que ces villes-là performent, pour que la relation, la dynamique de commerce sud-sud ou intra-africain fonctionne. Or, ce n'est pas le cas. Pour le moment, la plupart des villes frontalières, il y a du désinvestissement. Il y a comme moins de présence de l'État. Et c'est dangereux, comme on l'a vu en ce qui concerne, y compris les irrédentismes qui s'y développent quand l'État n'est pas présent et que les services ne sont pas présents, les populations trouvent des alternatives. Et ceux qui ont d'autres agendas aussi s'en emparent. Alors, pour transformer les villes africaines, j'ai proposé là quelques éléments. Mais parce que les villes africaines sont en sous-investissement, il y a un vrai besoin de transformation pour en faire des centres efficaces de valeur ajoutée, pour que la ville joue son rôle de ville et par rapport à sa raison d'être. Il faut qu'on puisse construire l'Afrique. En 2015, on avait calculé que pour que l'Afrique atteigne les ODD sur le développement durable des villes en 2030, il fallait que l'Afrique construise 3 fois son stock d'infrastructures de 2015. 3 fois. Autant dire que, et 3 fois, en restant dans une logique de linéarité du besoin d'infrastructures. Mais quand on doit faire 3 fois une chose en si peu de temps, il faut repenser l'investissement. Si on calcule l'investissement et l'infrastructure de façon linéaire, un peu comme vous les avez ici, on a raté le coche. En réalité, il faut pouvoir investir en tenant compte du fait qu'il faut penser les infrastructures d'aujourd'hui avec les outils d'aujourd'hui et avec les outils de demain. Et non, c'est comme un pays africain qui, pour, par exemple, équiper ses villes en énergie, voudrait faire les infrastructures comme à partir de l'énergie fossile, par exemple. Ce serait une façon d'investir dans le passé. Et pourtant, ça peut vous paraître curieux, mais c'est le choix que certains pays continuent de faire. Le numérique, précisément, est un atout. Vous savez, par exemple, que moi, je suis un assistant fermier. Mon fils a une ferme et je l'assiste sur sa ferme de temps en temps. J'aime bien, ça me passionne et j'apprends des choses. Et j'assure le relationnel avec un certain nombre d'intervenants. Mais pour payer les intervenants sur la ferme au Bénin, je le fais d'ici. À partir du mobile money, comme on appelle ça, Momo, on appelle ça là-bas. Mais vous n'avez pas besoin de Momo ici. La bancarisation avec les cartes est presque généralisée. Là-bas, au Kenya, où le système a été inventé, il fut un temps, il n'y a pas si longtemps, où 75% de toutes les transactions financières se faisaient par le téléphone cellulaire. Et c'est ce genre de disruption qu'il faut penser. Et ce genre de disruption est nécessaire. Et donc, il y a aussi ce qu'on appelle l'intelligence territoriale.
dans un territoire, il y a des intelligences. Mais pour pouvoir les appréhender, il faut de la donnée. Et pour appréhender de la donnée, il faut pouvoir se doter d'un certain nombre d'outils qui permettent d'appréhender la donnée et de l'utiliser. Et ceux qui, par exemple, s'en remettent à ChatGPT, à l'intelligence artificielle, il faut qu'ils sachent que l'intelligence artificielle vient avec des biais, y compris des biais culturels. Parce que ce sont les données collectées là où ça a été inventé que les algorithmes sont mis en place. Conclusion, si vous posez certaines questions à ChatGPT, vous n'avez pas la même réponse si vous précisez davantage le contexte dans lequel vous voulez la réponse. Donc, il y a un défi à produire de la donnée contextualisée en Afrique pour pouvoir faire un développement urbain qui soit pertinent et performant. Regardez, je vais vous partager avec vous un exemple que j'ai vraiment aimé. Dans un territoire donné, dans la ville de Cotonou, il y a un noyau ancien qui, en fait, si on parle des Cotonois, eux, ils sont plus Cotonois que tout le monde. Parce qu'ils étaient là avant que la ville ne s'installe. Ça s'appelle le quartier Ladji, qui est, en fait, vous voyez là, le quartier est là, c'est au nord de la ville, et au nord de la ville, il y a un lac qu'on appelle le lac Nokwe. Donc, c'est un quartier qui est pour moitié dans l'eau. Et parce qu'ils sont un quartier informel, ils sont devenus le dépotoir de la ville. Ils ne le sont plus, ils le sont moins aujourd'hui. Mais en 2018, ils l'étaient. Et il y a trois jeunes filles qui ont cherché leur quartier dans Google Maps. Et ils n'ont pas vu leur quartier, ils ont vu de l'eau. C'est comme s'il n'existait pas, tout était bleu. Ils se sont dit, mais pourquoi est-ce que mon quartier n'est pas sur la carte? Et elles ont participé à un hackathon où on les a formés, vous voyez là, on les a formés à construire même des ordinateurs à partir de rien, à partir de bric-broc, et ensuite à les initier à la programmation, à les initier à comment on utilise Google Maps pour pouvoir cartographier un quartier. Et tout cela en l'espace d'une semaine. Et ces trois jeunes filles ont mis leur quartier sur la carte. Elles ont cartographié le quartier. En fait, elles ont mis le système en place. Ensuite, elles ont été accompagnées pour le finir. Et aujourd'hui, les activités de ce quartier sont sur Google Maps. Ça change la donne, y compris pour les mécaniciens du quartier, qui est maintenant sur Google Maps. Si vous cherchez un mécanicien et que vous avez une panne dans le quartier, vous le trouverez. Et ça change l'économie du quartier. Mais ce sont ces trois filles-là qui ont réussi ça. Il fallait voir la fierté qu'il y avait dans leur visage. Et le maire, là-bas, on dit le délégué du quartier lui-même était devenu fier parce qu'il était délégué d'un quartier qui était sur Google Maps désormais. C'est ce genre d'intelligence qu'il faut capter. Et comme a dit quelqu'un, en Afrique, les jeunes, comme d'ailleurs les femmes, constituent la majorité. Mais ils sont malheureusement, j'espère pour pas longtemps encore, une minorité sociale. Il faut les inclure et mobiliser, j'allais dire, leur capacité si on veut que le développement africain soit durable. Je vais maintenant accélérer un peu pour vous montrer ce qui est affiché là. Vous le trouverez dans le papier que j'ai écrit, Les villes de l'Afrique que nous voulons. Il existe pour le moment en anglais, mais je vais probablement le traduire prochainement. Pas probablement, j'ai promis de le traduire en français. Donc, il y a 7 points d'action. Le premier, c'est la nécessité de planifier autrement. Une planification qui soit moins rigide, plus dynamique, plus inclusive, à l'instar de ces trois filles-là qui ont mis leur carte sur Google Maps. Elles l'ont fait avec leurs ressources. La mairie aurait pu le faire. La mairie ne l'avait pas encore fait. Et la mairie ne trouvait que des excuses. La preuve, quand ça s'est fait, l'un des directeurs de l'aménagement urbain a dit, attention, si vous faites ça, vous leur donnez l'impression que ces populations peuvent rester là, alors qu'on aura besoin de les déplacer pour faire le contournement nord de Cotonou. Comme si, ayant été de tout le temps là, ils n'avaient pas le droit, précisément, qu'on vienne négocier avec eux le passage de ce contournement-là. Donc, vous voyez, et il faut une planification différente, plus dynamique et plus inclusive. Il faut pouvoir développer une administration foncière elle-même qui sécurise, y compris le foncier
des quartiers informels. Sécuriser ne veut pas dire, parfois c'est un droit d'usage dont les gens ont besoin. Parfois c'est une façon qui permet de capter leurs investissements dont ils ont besoin. Il faudra faire en sorte qu'on viabilise les bidonvilles. Pas forcément entrer dedans dans une manière haussmannienne, mais plutôt négocier avec eux. C'est quoi le développement durable? C'est le passage d'un état d'aujourd'hui à un avenir souhaité, désirable pour tous. Mais il faut que cet avenir soit désiré par tout le monde. Mandela disait, tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous ne pouvez le faire que contre moi. Donc, si nous sommes ici, vous venez en expert pour dire que mon présent n'est pas durable. Convenons-en que ce n'est pas durable. Et convenons surtout d'abord, quelle est la destination qui est durable? Vue par vous, vous pouvez vous tromper. Mais qu'est-ce qui est durable? Et ensuite, comment on fait cette transition-là vers la durabilité? C'est ça qu'il faut négocier. Et il faudra pour ce faire aussi financer différemment. Financer différemment, c'est aussi mobiliser le capital humain. Ça fait partie du financement. L'argent est les Anglais appellent ça currency. L'argent est un courant qu'on mobilise par les bonnes pratiques. Mais si on met l'argent devant pour ne pas faire de façon inclusive, en réalité, on recule. Il y a la nécessité de renforcer la gouvernance territoriale, à savoir, j'ai défini la gouvernance au début, donc entre la ville et son territoire, il y a une nécessité de mettre en place des transactions de pouvoir qui permettent à tous les acteurs d'être impliqués dans le devenir de la ville, qui aussi engage le territoire. Il faut que la ville permette de restaurer et non de dégrader les écosystèmes. Donc, la ville qui s'étale dans des zones qui devraient rester non édificantes est une ville qui, en réalité, ne peut que dysfonctionner au péril, non pas seulement de la ville, mais de tous ceux qui sont, pour l'essentiel, en aval par rapport à la ville. Et il faut pouvoir faire en sorte que la ville soit inclusive et résiliente. Quand je parle de ça, souvent les gens me disent, mais tu parles comme si on devrait fossiliser la ville africaine au niveau des quartiers informels et ne parler que de ça. Non. Quand on veut investir, il faut avoir, dans le développement humain en Afrique, une stratégie qui a deux pieds. La résorption des quartiers informels et l'anticipation des zones de croissance future. Dans cette anticipation-là, vous avez vu, il y a cinq stratégies que, à mon avis, mais celle-là n'est pas de moi, elle est du think tank de l'OCDE dont je vous ai parlé. Il faut prévoir où la ville va probablement s'étendre. Il faut pouvoir identifier ces endroits-là à l'horizon de 3 décennies, en gros, pour pouvoir ensuite préserver donc, les espaces dont il faut à tout prix éviter l'occupation informelle pour avoir à ne pas précisément démolir, il faut les préserver, avec des stratégies qui permettent que cette préservation-là marche pour aujourd'hui et demain. Il faut planifier et ensuite il faut protéger. Cette démarche-là doit se faire pendant qu'on est en train de résorber les quartiers informels. Et pour résorber l'informalité, il faut pouvoir reconnaître la valeur de l'informalité. Quand vous faites, par exemple, une stratégie de mobilité urbaine et que les acteurs de l'informel qui assurent aujourd'hui la mobilité, vous les zappez complètement, vous allez mal investir. Vous allez mal investir. Chaque année se tient à Leipzig une conférence sur les mobilités. J'y étais l'année dernière et j'ai vu 3 ministres dans un panel qui précédait le mien et où 2 ministres africains s'étaient mis d'accord pour dire que le thème c'était mobilité et pauvreté. Et ils ont dit qu'en réalité, le problème des villes africaines, c'est que la mobilité, elle est à 2 roues. C'est ça qui fait qu'elle est une mobilité de pauvreté. J'ai désiré fortement être dans le panel pour leur montrer combien était inepte leur point de vue. Si c'était vrai, dans ce cas, la mobilité d'Amsterdam est une mobilité de pauvreté, ou beaucoup d'autres villes qui ont opté pour les 2 roues comme mobilité douce. Non, ce n'est pas le fait que ce soit une mobilité douce qui fait que c'est une mobilité de pauvreté. Il y a beaucoup d'autres facteurs. Et donc,
pouvoir reconnaître au Bénin, tiens, le jour où les mototaxis font grève, où ils choisissent simplement d'honorer le dieu du Zémidian pour dire ce jour-là, on se repose tous, la ville est morte. Les quartiers formels sont morts. L'activité économique est morte. C'est ça le poids de l'informel dans beaucoup de villes africaines. Et c'est pour cela qu'il faut pouvoir veiller à précisément appréhender le rôle, l'importance de l'informel et les apports de l'informel dans cette forme de gouvernance adaptive pour pouvoir les capter dans la transition vers la durabilité. Et c'est ça qui est un peu indiqué là en 10 points, mais c'est une démarche itérative. L'ambition doit être d'identifier comment l'informel contribue à la ville, comment on peut capter ça dans la transition vers la durabilité. Et pour ça, je vais aborder mes derniers points. Il faut changer quelque chose. Si on doit repenser la ville africaine, il faut changer quelque chose. Et là, qu'est-ce qui doit changer pour faire des villes africaines les motrices de la transformation de leur territoire, donc de leur propre transformation durable et de celle de leur territoire? Eh bien, moi, je propose que ceci change. Il faut traiter l'urbanisation comme un facteur de croissance. Ça ne se sait pas assez, mais la Chine a pu assurer sa croissance à 2 chiffres pour partir en investissement lourdement, fortement sur ces villes. Ayant compris que c'est par les villes que la Chine devenait l'atelier du monde. Et encore une fois, aucun territoire ne peut faire mieux que sa ville. Il faut pouvoir assurer une planification qui soit moins rigide et inclusive. Il faut une décentralisation effective. La logique de la décentralisation, c'est le principe de subsidiarité. Ici, je ne vais pas vous l'expliquer, parce que c'est ce que vous vivez. Mais en Afrique, les gens confondent décentralisation et déconcentration. Encore une fois, il y a au nord du Bénin une ville qui s'appelle Copago. Il y avait un marché qui était vétuste et il fallait construire un nouveau marché. De Cotonou, les gens disent, bon, on va construire un nouveau marché. On a décidé de construire un nouveau marché en face de l'ancien marché. On a fait le plan, on a fait l'investissement et personne n'y est allé. Et pourquoi? Parce que dans l'entendement, dans la cosmogonie des gens, cet endroit-là ne peut pas être un marché. Et parce qu'on a pensé le marché de Cotonou pour le faire à Copago, l'investissement a été réalisé, l'impact nul. Donc il faut que la gestion des territoires se fasse de façon décentralisée. Il faut aussi qu'on puisse, pour ce faire, y parvenir, donc éduquer les leaders, éduquer les managers, éduquer tous ceux qui ont une parcelle de responsabilité dans la logique de la gouvernance des territoires, de manière à ce que chacun puisse, dans la portion de pouvoir qui lui revient, puisse exercer cette responsabilité-là pleinement. Il faut aussi, ce que j'appelle changer de lunettes, changer de perception, cesser de voir, par exemple, ce que les gens font par eux-mêmes, pour eux-mêmes, comme étant fortement vétustes. Cesser de penser que la ville africaine doit ressembler à la ville occidentale ou à la ville... J'ai une consoeur égyptienne qui a, lors d'une discussion, elle enseigne à l'université du Caire, elle a dit, il faut que les Africains cessent de courir ou de faire la course à la dubaïsation. Dubaïsation, à savoir une sorte d'investissement urbain qui a pour ambition de ramener d'ailleurs tout ce qui est bling-bling d'ailleurs pour en faire la modernité. C'est pour ça que j'ai commencé par montrer que la modernité en Afrique, elle n'a pas commencé avec la colonisation. Il faut pouvoir faire aussi en sorte qu'on puisse appréhender cette urbanisation-là et former. Vous demandez à ceux qui sont dans des écoles d'architecture, d'urbanisme. Bon, ici, moi, je ne ferai pas un procès à ceux qui sont formés ici, d'être formés dans une logique qui soit la vôtre. Mais je dis, dans les écoles qui sont implantées en Afrique, quand je vais les voir et qu'on parle, quand je donne des conférences, je dis, attendez,
changez vos curricula, adaptez-les. Et je dis aux professeurs, arrêtez de faire fantasmer vos élèves sur une ville qui n'est pas la leur et qui, ce faisant, fait qu'ils planifient différemment. D'où ma conclusion. Il faut donner une arme à la ville africaine du futur. Et pour ça, il faut contenir et gérer intelligemment une urbanisation galopante. En fait, il y a eu, à partir des années de crise, 1980, les crises en Afrique qui ont été aggravées par les chocs pétroliers, il y a eu une politique du laisser-faire. Ce laisser-faire-là a fait que l'État s'est désengagé et les investissements publics en milieu urbain sont devenus une des variables principales d'ajustement. Moi, je suis devenu ministre en 1999. À l'époque, l'investissement public en milieu urbain, per capita, était de l'ordre de $12 canadiens. Autant dire rien. Rien. Et il a fallu, bien sûr, Henri pourra vous en parler, puisqu'il était de cette dynamique-là. Nous sommes parvenus à multiplier ça par 5 dans le cadre d'une stratégie dite à l'époque de réduction de la pauvreté, mais nous, on avait préféré d'une croissance inclusive. Et pourtant, quand vous multipliez ça par 10, vous passez de $12 à quoi? Mais à $120, ce qui restait toujours peu. Mais bien sûr, c'était un bon. Il faut allier nos ressources traditionnelles et notre savoir-faire endogène, qui sont à nul autre pareil, au progrès de la digitalisation, du numérique. Et pour ça, il y a vraiment de quoi innover. D'où mes 3 points de conclusion ci-après. L'Afrique est malade de son urbanisation. Tout ce que vous avez en potentiel, que vous utilisez de façon en dessous de son potentiel, en réalité, vous êtes en train de faire une forme de dégradation. Et l'Afrique n'utilise pas l'urbanisation, je parle de l'urbanisation contemporaine. Aucun pays ne peut exceller au-delà de la performance de ces villes. Vous prenez la plupart des capitales africaines, elles sont plus chères qu'une ville comme Québec ou comme New York. Si vous comparez en termes de parité de pouvoir d'achat, vous comparez le coût des services. Vous allez voir. Et c'est ça qui fait que la compétition est difficile. On peut changer ça. Il est temps donc de repenser cette urbanisation-là. Je vous remercie. Très bien, merci à M. Luc Nyakadia pour cette présentation qui introduit bien le sujet du jour. Et on va remercier également tous ceux qui sont en ligne et qui nous suivent. On va donner la parole à ceux qui sont là et qui nous ont fait l'amitié en bravant le magnifique temps, la bordée printanière et qui ont pu faire le déplacement en arrivant ici. Donc la parole, comme on l'a promis, à ce moment-ci, c'est la période de questions-réponses, donc on va y aller à l'envie. Bonjour et merci à vous, Monsieur le Ministre, pour cette brillante présentation. Moi, c'est Siméon Roland Ekodomveng, je suis chercheur au CIRAM, étudiant en doctorat en études internationales à l'École supérieure d'études internationales. Je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt, mais j'aurais quelques observations et des questions. Vous semblez adopter une perspective culturaliste pour élaguer ce que vous avez appelé les biais cognitifs qui disaient qu'il n'y avait pas de modernité dans les villes africaines de l'époque et vous êtes allé jusqu'à Tombouctou. Sauf qu'il nous semble qu'après vous avez un référentiel occidentalo-centrique des villes. Parce qu'après vous abordez les questions de développement durable, de prospérité, de résilience et tout. Donc après, il y a toute une littérature qui ressemble fort bien à une littérature idéologiquement située. Donc c'est le premier constat. Donc si vous référencez les villes à Tombouctou, amenez-nous les référentiels culturalistes traditionnels. De deux, vous avez parlé de l'exploitation des atouts de l'informel. Sauf que l'informel côtoie souvent
l'implantation anarchique, le crime urbain et l'économie informelle également. Or, dans l'aménagement du territoire, dans l'organisation administrative des villes, l'État veut bien planifier et maîtriser ces processus. Par exemple, si les populations vont s'installer dans des zones à risque, comment vous faites pour demander à ces populations? Donc, la question, c'est comment est-ce que vous considérez les exigences d'informalisation et d'organisation administrative? Donc, c'est ça la question, Monsieur le ministre. Merci. On va prendre une deuxième question et puis laisser la parole à M. Nyakadia pour la réponse. Oui. Oui, bonjour. Moi, je serais curieux d'avoir votre opinion, votre avis sur des nouvelles villes. J'ai peut-être l'exemple de la ville de Diamniadio au Sénégal, où on vient construire complètement une nouvelle ville à l'extérieur de la ville. Je pense que ce serait un exemple de quartier formel là, dans votre présentation, mais je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a d'autres exemples en Afrique, en Égypte, mais moi, j'ai pu observer de mes yeux celle au Sénégal de Diamniadio. Donc, avoir un peu votre avis si c'est une bonne pratique ou s'il y a des failles avec ce type de projet-là. Pour ne pas perdre le fil, on va laisser la possibilité déjà à M. Nyakadia de répondre à ces deux questions, histoire de reprendre d'autres questions. Je ne sais pas si Emna est là, donc oui, il y a d'autres questions ici, mais on va privilégier aussi ceux qui nous suivent en ligne pour voir s'il y a des interrogations en ligne. M. Nyakadia. Merci. Merci bien et merci pour la question de Siméon. Le développement durable n'est pas occidental, précisément. C'est pour ça que j'ai commencé par les villes africaines. J'ai montré comment elles se développaient, comment elles étaient conçues. Et j'ai dit que cette modernité-là, on l'a perdue. Et que le développement durable tel qu'on a fini par l'appréhender a précisément généré du consumérisme en s'éloignant de ce que nous avons vécu, que nous connaissons, qui était beaucoup plus intégré, dans l'écologie de la ville et qui forcément donc était beaucoup plus durable. Donc, je ne suis pas d'accord avec vous pour dire que le concept de développement durable est occidental. Il n'est pas occidental. En réalité, nous avons cette tendance à ne prendre les concepts que quand ça vient d'ailleurs. Quelqu'un a appelé ça le complexe d'extranéité. Il faut que nous en débarrassions. J'aurais pu m'étendre davantage sur les villes précoloniales, parce qu'on n'en parle pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de littérature dessus, parce qu'il n'y a pas de recherche. Récemment, pendant la réalisation d'infrastructures au Bénin autour de la ville de Boïkon, on a trouvé tout un complexe de construction urbaine, mais qui était sous terre. Donc, les villes africaines précoloniales, beaucoup d'entre elles sont à exhumer. Mais ce qu'il faut exhumer surtout, c'est la connaissance qui en découle et qu'il faut se réapproprier. Alors, vous parliez de comment on fait pour concilier l'exigence, précisément, l'exigence administrative. Mais je l'ai montré. L'exigence administrative doit... Écoutez, il y a quelques mois, j'étais à Yaoundé pour une conférence. La veille de mon arrivée, il y a eu des pluies torrentielles et il y a eu des morts dans un quartier périphérique de Yaoundé. Qu'est-ce qu'on a fait? Les autorités sont allées compatir et ensuite ce qui était là et qui risquait de tomber, on l'a détruit. Et le lendemain, qu'est-ce qu'on a fait? Je dis, il faut anticiper, donc il faut éviter que de nouveaux quartiers s'installent. Et les quartiers qui s'installent, il faut regarder comment on y apporte de l'infrastructure, comment on préserve les investissements des populations. Il y a des quartiers, la ferme de mon fils est dans un quartier qui a été loti. Donc, je veux dire, loti, ça signifie, le lotissement là-bas, ce n'est pas comme ici. Ça signifie qu'en principe, les ouvertures de voies doivent suivre. Parce que celui qui paye pour son lotissement et qui paye le recasement paye pour les ouvertures de voies. Mais 10 ans après, la voie n'est pas encore ouverte. Donc, c'est l'État qui doit changer son approche. Et le changement, comme j'ai dit, doit avoir deux pieds. Il ne faut pas dire, on ne fait rien, on continue d'investir dans les quartiers dits formels et les quartiers dits informels adviennent que pourra. Non, il faudra avoir une approche dont l'une des constantes doit être démolir et déguerpir, doit être une option de dernier ressort. Diamniadio, c'est une ville nouvelle.
comme Abuja et comme beaucoup d'autres villes. Mais en général, quand on compare les investissements dans les villes nouvelles avec ce qu'on aurait pu faire d'abord en assainissant les quartiers dits informels, et qu'on regarde l'impact sur les populations, l'impact sur l'écosystème, l'impact sur la performance de la ville, on se rend compte que c'est comme des fuites en avant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas construire des villes nouvelles. Je veux dire, si moi, par exemple, on trouve souvent en Afrique de nos jours des projets où on dit on va construire 20 000, 30 000 logements. Mais quand vous voulez construire 30 000 logements dans un quartier périphérique, 30 000 logements avec une taille de famille de l'ordre de 5, vous voyez, ça fait une ville de 150 000 habitants. Mais entre construire 30 000 logements et construire une ville de 150 000 habitants, ce n'est pas la même zone. Monsieur Nyakadia, vous allez vous rapprocher du micro puisqu'on ne vous entend plus. Ce n'est pas la même donne. Donc, moi, j'irai de façon très précautionneuse vers les villes nouvelles et m'assurer que cette option-là est nécessaire et n'y aller qu'en ayant aussi en parallèle un investissement pour résorber les quartiers dits informels. Et en réalité, quand on regarde l'efficacité de l'investissement fait dans les quartiers informels d'aujourd'hui est, au plan social, au plan économique, au plan écologique, plus rentable que cette, entre guillemets, fuite en avant que l'on observe souvent. Deuxième slide de questions, on va commencer par Parfait. Segbedi. Merci beaucoup. Je me prénomme Segbedi Parfait. Je suis au niveau de la faculté des sciences de l'administration. Je suis chargé de cours. Je voudrais vous remercier pour votre intervention. J'ai appris beaucoup de choses. Je pense, mon premier point concerne l'intervention, je ne me rappelle pas de son nom. Siméon. Voilà, l'intervention de Siméon. Je voudrais dire, je ne m'associe pas à son intervention pour la simple raison que le problème en Afrique, notre problème en Afrique, c'est comment régler nos besoins fondamentaux humains. Alors, lorsque le ministre Yankadia dit qu'il faut faire les choses pour les Africains, avec les Africains, je m'associe entièrement à ça. Mon deuxième point, c'est un commentaire que je fais. Aucun indicateur macroéconomique ne prend en compte l'informel dans son évaluation, dans son appréciation, dans sa conception, dans sa conceptualisation, c'est ça. Alors, si on doit évaluer la richesse créée par les pays africains, et on sait que l'informel y contribue pour soit 20, 30, 50, 60, 70% dans des cas, il faudra un indicateur macroéconomique qui prenne en compte l'informel. Et ça, on ne l'a pas. C'était mon deuxième commentaire. Merci beaucoup. Très bien. Prendre une autre question avant de laisser... Oui. Merci beaucoup. Présenter. Oui, Charles Badjo, je suis professeur ici à la faculté de médecine. Et il y a une relation assez intime entre l'urbanisation et l'état de santé des populations, parce qu'on sait très bien que dans les villes, qu'on dit formelles ou informelles, il y a l'état de santé des populations varie selon donc un certain nombre de facteurs. Maintenant, si on prend le contexte africain, on a des systèmes politiques avec des décisions top-down dans la plupart des cas, et vous avez bien nommé l'exemple de Copago, où on a décidé de créer un marché sans avoir associé la population de Copago. Est-ce qu'il y a un mécanisme qui permettrait une participation plus active, plus inclusive du secteur privé dans la démarche d'urbanisation? Puis est-ce qu'il y a des exemples où ça a bien fonctionné ailleurs, où on a pu faire participer à la fois le secteur privé et les citoyens dans cette démarche-là? Merci. Je vais demander à Emna de pouvoir permettre à HP ProBooks, c'est ce que je vois en ligne, je n'ai pas le nom, je ne pense pas que ce soit le nom de la personne qui nous suit à distance, pour qu'on donne la parole également à cette personne-là pour poser sa question, et on va laisser le soin après à M. Nyakadia de répondre à ces 3 questions compilées. Est-ce que vous nous entendez?
Allez-y, posez votre question. Présentez-vous en commençant. Merci pour la parole et merci également au ministre Luc Nyakadia pour la belle présentation et le partage. Je suis Jean-Honoré, je suis chercheur au CERVIDA. Je rejoins un tout petit peu l'avant-dernier orateur sur un élément fort et ça m'a amené un peu à me demander, avec toute la brillante présentation que le ministre a fait, c'est quoi en réalité la ville africaine? Est-ce que finalement la ville africaine n'est pas cette ville informelle-là et qu'on devrait l'accepter et pouvoir vivre avec elle? Parce que moi j'ai parfois l'impression que finalement on va sur la base, vous allez me permettre l'expression, on utilise parfois des instruments parfois pas adaptés, qui sont conçus ailleurs pour pouvoir juger la ville africaine. Et finalement, et comme le ministre l'a dit, on veut Dubaï, en tout cas faire de l'ensemble de nos villes Dubaï. Donc je pose la question au ministère de savoir, est-ce que finalement ce n'est pas cette ville informelle-là qu'on doit accepter et nous dire qu'effectivement c'est ça la ville africaine, puisque finalement cette ville-là, au-delà de tout ce qu'on peut dire, au-delà de toutes ces informalités-là, plutôt contribuer à créer de la richesse. Il a pris le parfait exemple dans le secteur de la mobilité. Merci. Très bien. On va essayer de répondre déjà à ces trois questions-là. Il y a suffisamment de matière avant d'ouvrir une nouvelle liste de questions. Oui, merci bien. Je suis tout à fait d'accord avec notre ami Parfait qu'il n'y a pas d'indicateurs macroéconomiques qui permettent d'appréhender l'informel. Et c'est bien là le problème. C'est ça qui fait que, parce qu'on ne l'a pas appréhendé, quand on fait des investissements, il n'y a pas une corrélation entre les investissements et le poids de l'informel, tant pour la ville et donc par conséquent pour l'économie nationale. Quand on aura appris à appréhender l'informel, les comptes publics vont être différents. Et même la façon d'appréhender la croissance va être elle-même différente. Et la façon d'investir pour la transition de l'informel. J'en viens donc avec Jean qui nous a posé une question en ligne. Il ne s'agit pas de fossiliser la ville africaine en tant que ville informelle, mais de l'appréhender telle qu'elle est. Non pas de l'appréhender comme une ville fantasmée ou alors de l'appréhender dans une démarche vers la dubaïsation où on ne voit de la ville africaine que la ville formelle, qui n'est qu'une portion, en moyenne un tiers de la ville africaine, mais voir toute la ville africaine et voir qu'en réalité, en termes de capacité, en termes d'urbanité, en termes de contribution, en fait, à l'urbanisation, l'informel apporte beaucoup et les outils pour apprécier le développement urbain en Afrique doivent être repensés. Par exemple, comment on mesure le poids de l'informel? Comment on mesure sa contribution? Comment on mesure l'investissement et même le retour sur investissement quand on veut précisément transformer l'informel? Comment on fait cela? C'est à penser. Et si on prend quelqu'un qui vient, je sais pas, de Québec ou de Dubaï ou de Paris pour faire ça, et qu'il vient avec toute la compétence dont il est capable, et qu'il n'a pas appris à faire ça, il va dupliquer ce qu'il sait faire. C'est ce qui se passe. Et donc, c'est pour ça que je dis, ce qui doit changer, c'est la formation, les curricula, former, y compris dans la capacité des économistes à appréhender l'économie réelle. Un économiste africain bien connu qui est ivoirien dit qu'il a en horreur le terme économie informelle. Précisément, parce que c'est une stigmatisation qui fait que, à travers elle, on décide de ne pas voir ce qu'elle fait. Et comment on fait pour associer le secteur privé? Il faut savoir que 80% du PIB mondial est généré dans les villes. Et je suis prêt à parier que ce pourcentage-là est au moins aussi élevé, sinon plus élevé, en Afrique, si on prend en compte le secteur informel. Puisque la valeur ajoutée de l'économie africaine, elle est aussi dans les villes. Parce que, c'est vrai, l'Afrique exporte sans transformation ses matières premières. Et si on tient compte du fait qu'aucun pays ne peut performer au-delà de la performance de ses villes, on comprendra que la raison d'être de la ville étant de générer de la valeur ajoutée, étant d'être un centre
de transformation et d'innovation, on investira autrement sur la ville pour qu'elle joue cette fonction-là dans son territoire. Si un territoire est un bassin cotonnier et que la ville n'est qu'une gare de triage pour amener ce coton-là en Asie, cette ville-là dysfonctionne. Cette forme d'urbanisation-là est une forme d'urbanisation contre-productive. Donc, il faut pouvoir impliquer le secteur privé dans l'entendement que pour que la ville performe, pour que le secteur privé performe, il faut que la ville performe. Donc, l'associer, y compris sur le type d'investissement, pas seulement en termes de RSE, en termes de responsabilité sociale des entreprises, mais davantage en termes de business process, de ce que les entreprises font, et précisément de ce qu'il faudrait faire pour que la ville soit pour elles, leur propose un environnement incitatif pour que leurs investissements participent au potentiel du territoire. C'est pour ça que j'ai parlé d'intelligence du territoire. Maintenant, comment on fait pour associer tous les acteurs, y compris les micros et petits entrepreneurs? Les micros et petits entrepreneurs, vous les trouvez dans l'informel. Et le jour où ils font grève, la ville est morte. Il faut qu'on ouvre les yeux. Le jour où ils font grève, la ville est morte. Donc, il faut qu'on comprenne cela et qu'on apprenne à les mettre autour d'une table pour dire, vous, ce que vous faites, comment on devrait faire autrement, comment on devrait planifier autrement, quelles infrastructures sont nécessaires pour que vous puissiez performer, quelle régulation urbaine il faudrait pour que vous puissiez performer. Mettre les gens autour de la table, c'est aussi avoir assez d'humilité. J'ai dit qu'une des valeurs dans les curricula qui sont essentielles pour former les dirigeants de demain, enfin d'aujourd'hui, dans cette transformation, dans cette performance de l'urbanisation, ça s'appelle humilité. L'humilité qui veut que... tiens, j'étais à un cours à Sciences Po Rennes où je parlais avec des étudiantes qui étaient en Sciences Po et l'une d'entre elles m'a demandé, mais quelle légitimité moi j'ai en tant que Française pour aller parler d'urbanisation durable en Afrique? Je dis, votre légitimité tiendra à deux choses. La première, que votre compétence soit réelle par rapport au contexte. Et la deuxième chose, est que quand vous arrivez, vous ouvrez, vous fermez votre bouche, vous ouvrez grand vos yeux et vos oreilles pour comprendre pourquoi les gens font ce qu'ils font comme ils le font. Parce qu'il y a un déterminisme qui décide de ce que les gens font. Analphabète aborimé avec bête, ça ne veut pas dire la même chose. Si vous procédez ainsi, le conseil que vous allez donner, l'accompagnement que vous allez apporter, vous rendra légitime. Bien sûr. Ok. Bonjour à tous. Je suis Roussel Tegia. Je suis doctorant ici même à la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique. Et je suis un ancien de l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme, comme vous. Je tiens d'abord à vous féliciter et à vous remercier pour cette présentation. Elle était à la fois perceptible et à la fois inclusive. Nous sommes tous sentis concernés, que nous soyons directement impliqués dans le sujet ou pas. Donc, je tenais à vous remercier par rapport à ça. De façon très rapide, étant donné que le tien nous tient à cœur, je vais juste comme ça essayer de rappeler en 2-3 points ce que vous avez dit par rapport à l'informalité urbaine, l'urbanisation en Afrique et la nécessité de repenser cette urbanisation. Si j'ai bien compris, vous avez dit ceci, il existait en quelque sorte une certaine modernité ou une certaine façon de faire dans les villes africaines avant la colonisation. Maintenant, pour parler d'informalité et d'urbanisation en Afrique, il faut rappeler le poids de l'histoire, parce que le poids de l'histoire et la colonisation a joué un crin majeur sur l'avenir et sur l'état actuel des villes africaines. Pourquoi le poids de la colonisation? Parce que la colonisation nous a rapporté en Afrique des institutions qui n'étaient déjà pas adaptées aux pratiques qui existaient avant et qui étaient marquées sur une certaine fracture sociale. Ça veut dire, on avait d'un côté les riches ou ceux alors qui géraient la ville avec les autorités coloniales en quelque sorte, qui étaient lésés et qui vivaient dans une ville plus informelle. Ceux qui faisaient partie de la classe défavorisée étaient plus renvoyés vers les zones informelles ou des zones à risque. Et vous avez rappelé également que vers les années 1980-1990, il y a eu la naissance de la ville informelle. Mais cette ville informelle, en fait, est née liée aux limites, à la limite, en quelque sorte, du contrôle de l'État, parce que l'État n'avait plus suffisamment de moyens pour financer les politiques de logement qu'elle avait créées.
Alors, la ville informelle est née, de nouveaux acteurs, une vulnérabilité de plus en plus vers les zones à risque. Et c'est cette vulnérabilité aujourd'hui qui se fait ressentir. OK. Il n'y a pas de souci. J'arrive, c'est pourquoi j'essaye à quelques points de rappeler cela. Et vous avez rappelé également que même si moins de 30% de l'économie en Afrique est vouée en quelque sorte à l'informalité, l'informalité représente quand même plus de 80% de l'économie des villes africaines, ce qui représente un poids énorme. Maintenant, il y a un couteau à double tranchant. On a d'un côté l'informalité qui est facteur de vulnérabilité, qui est un facteur d'approvisionnement des populations. On a d'un côté également l'informalité qui est une nouvelle pratique, une pratique à part entière, un mode opératoire en quelque sorte d'occupation des villes en Afrique. Vous avez dit en fait qu'il faut revoir le rapport en quelque sorte de la ville à son territoire, en tenant compte de certains facteurs, en tenant compte des acteurs. Mais moi, je vais m'intéresser aux acteurs particulièrement. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, James Scott, L'œil de l'État, qui rappelait en quelque sorte que lorsqu'on essaye de représenter la ville, il y a quelque chose qui se perd. Il y a des pratiques qui se perdent, il y a une façon de fonctionner qui se perd lorsqu'on essaie de la cartographier. Alors, je me pose la question, selon vous, quel doit être le rapport des autorités aux populations informelles, étant donné qu'elles ont été lésées, elles sont délaissées dans les pratiques, elles ont des activités et aujourd'hui, forcément, elles ne payent pas les impôts, elles ne payent pas de taxes foncières et tout, donc forcément, ça les arrange. Également, les autorités, le fait en fait qu'il y a une certaine vulnérabilité dans les localités informelles, ça les arrange également parce que lorsqu'il y a des risques ou bien lorsqu'il y a un risque d'inondation, comme vous l'avez parlé tout à l'heure à Yaoundé, elles disent tout simplement que ce n'est pas de leur faute. Donc, ça les arrange également. Donc, finalement, tout le monde gagne. Alors, comment doit-on revoir le rapport des populations aux autorités locales, que ce soit en termes de consultation, en termes de concertation, en termes d'information? Où est-ce que vous situez précisément le rapport des autorités aux populations? Merci. Je vous remercie. Merci, monsieur le conférencier. C'était vraiment très instructif. Et je pense que tous les participants ici d'origine africaine ou qui ont connu les villes africaines se sont reconnus dans ce que vous avez présenté. Vous donnez beaucoup l'exemple du Bénin. Moi, je suis originaire de la Guinée. Et les taxis-motos, effectivement, le jour où ils décident de faire grève, la ville est morte. Et donc, les exemples que notre conférencier a donné pour le Bénin, on sait que c'est applicable vraiment sur toutes les villes africaines. Moi, ma question, c'est revenir sur les fondements. Vous avez parlé de la décentralisation qui, on sait, en Afrique a démarré il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, même des fois, dépendamment des pays, et qui est un processus qui avance tant bien que mal, hein, avec des États qui l'embrassent de manière très différente, souvent en panne dans plusieurs pays. Donc moi, mon problème, c'est comment penser la ville africaine alors que les racines de la démocratie locale posent problème. Okay? C'est-à-dire, quand on dit ville, on voit le conseil municipal, on voit ceux qui la gèrent. Donc, comment peut-on gérer les problèmes de la ville africaine si la question de la base démocratique pose problème? Et je prends l'exemple de la Guinée, où je ne me souviens pas quand est-ce qu'on a eu des élections municipales propres, libres et transparentes pour avoir des maires et des mairesses pour gérer ces villes-là et gérer évidemment ensuite tout le problème de la relation entre le formel et l'informel. Donc, je pense que la partie sur la décentralisation, vous êtes allé un petit peu vite là-dessus, mais c'est vrai que vous avez marqué quand même un temps d'arrêt là-dessus. Moi, je pense que c'est le cœur du problème. C'est vraiment le cœur du problème, parce que si nos élus de nos villes ne sont pas représentatifs, alors comment peuvent-ils prendre la question de l'informalité dans toute sa grandeur? Comment peuvent-ils reconnaître l'ingéniosité de l'informalité? Comment peuvent-ils utiliser le numérique pour faire des bons et régler les problèmes de la ville? Comment peuvent-ils gérer avec intelligence, sensibilité,
les problèmes de déguerpissement. C'est pas possible. En tout cas, c'est ce que je pense et j'aimerais bien avoir l'avis du conférencier là-dessus. Merci. Très bien. Pour ne pas perdre le fil des questions, je vais demander à M. Nyakadia de répondre à ces questions-là, puisque je vois qu'il y a 2 manifestations de personnes qui voudraient intervenir en ligne. Donc, on répond déjà à ces questions-là et puis après, on donne la parole à ceux qui sont en ligne. En fait, j'ai 2 questions qui en fait, se rejoignent. Comment en fait, on voit où on améliore le rapport des populations aux autorités locales. C'était votre prédécesseur qui a dit ça. Et vous avez dit, j'achète tous vos comment. J'achète tous les comment que vous avez énoncés, qui sont au cœur du défi en réalité. La démocratie doit être d'abord locale. Il y a des pays qui, je me souviens, il y a 4 ans, je crois, les élections présidentielles en République démocratique du Congo ont coûté plus d'1 milliard de dollars. Et je me suis dit, mais et tout ça pour ne pas faire les élections locales. En réalité, il faut comprendre que la vraie démocratie commence par le niveau local. Et quand on dit, par exemple, que les populations, quelqu'un l'a dit, oui, les populations ne veulent pas payer les impôts, ça les arrange d'être dans des zones informelles. Est-ce qu'elles vous ont dit ça? Est-ce que vous leur avez demandé? Moi, quand je leur demande, c'est parce qu'elles me disent. Elles veulent des services urbains. Et pour les services urbains, elles sont prêtes à payer. Elles sont prêtes à payer. Vous prenez des gens qui vivent en zone informelle où il n'y a pas l'électricité et qui ont un téléphone comme vous et moi. Vous, dans votre chambre, vous mettez votre truc dans la prise et vous chargez. Eux, ils ont besoin de 2 intermédiaires pour faire la même chose. Ils achètent le kilowattheure 2, 3, 4, 5 fois plus cher que vous. Vous pensez qu'ils ne seraient pas candidats volontaires, désireux pour l'avoir à votre prix? Ils l'achètent plus cher que vous. Et pourtant, la société qui doit faire l'investissement pour qu'ils soient alimentés les considère comme insolvables. Voilà. Ce sont des anachronismes qui relèvent du biais de perception. Celui qui achète un service 4-5 fois plus cher que moi, et moi, on me considère comme solvable et lui comme insolvable, il y a un anachronisme là. Donc, oui, les populations, elles demandent des services. Et pour les services et les prestations, elles sont prêtes à payer. Le problème, c'est de leur demander de payer sans contrepartie de services. Apportez le service et vous verrez qu'elles sont prêtes à payer. Parce qu'elles apprécient aussi, elles appréhendent la valeur ajoutée que le service leur apporte. C'est pour ça qu'il faut effectivement qu'il y ait de la décentralisation au sens du principe de subsidiarité, pas de la déconcentration. Beaucoup de pays africains, surtout francophones, font de la déconcentration en lieu et place de la décentralisation. Il faut qu'il y ait une véritable dévolution de pouvoir et de ressources. On ne sait pas Brice Arsène Mankou et puis Zachary Liré qui va suivre et ce qui va nous permettre donc de clôturer ici la séance, puisqu'elle était censée se terminer à 14h, suivie d'une période d'échange informel. Donc on va laisser la parole à Brice et puis après à Zachary. 2 questions courtes, s'il vous plaît. Tout à fait. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Bonjour à tous. Voilà, je voudrais donc remercier également le conférencier et surtout lui poser des questions un peu directes. Vous étiez ministre de l'Environnement au Bénin. Avez-vous le sentiment d'avoir bien fait par rapport à cette décentralisation dont vous parliez tout à l'heure, ou avez-vous encore des regrets par rapport à ce qui aurait pu être fait, ne serait-ce que pour, dans le programme qui était celui d'organiser les émidiants autour de la question de la pollution à Cotonou. Je me souviens, vous étiez ministre et je vous ai entendu sur l'ORTB, dans vos prises de position, dans les médias, parler des émidiants par rapport à la pollution que cela génère dans la ville de Cotonou. Dernière suggestion, toute dernière, c'est que je souhaite, dans le cadre d'un institut que nous avons mis en place, l'Institut de formation au métier de la ville, que cette conférence-là, je verrai avec le directeur du CIRAM, puisse être faite aussi à Brazzaville, à l'université Denis Sassou Nguesso, où on pourrait, par exemple, bénéficier là-bas,
avec les deux écoles d'urbanisme et d'architecture de cette brillante conférence sur ces questions de gestion urbaine. Et j'ai vraiment pris tout le plaisir à vous écouter. Merci. Merci. Oui. Zachary, allez-y. Ok, merci professeur. Donc je voudrais aussi me joindre aux autres pour dire merci aux conférenciers pour la qualité de cet exposé. J'en ai beaucoup appris sur la question de l'urbanisation en Afrique. Je vais être très bref dans ma question. On a parlé du sommet de Rio. Moi, j'aimerais revenir sur le sommet de Rio de 92 qui a reconnu l'importance des savoirs locaux dans le développement, en tout cas dans la préservation de l'environnement. Et donc, c'est devenu un enjeu aujourd'hui. Dans votre exposé, vous avez parlé également de la nécessité de prendre en compte ces ressources-là. Si j'ai bien compris, en tout cas à la fin de votre exposé, vous avez parlé de prendre en compte ces savoirs-là dans le développement de l'urbanisation en Afrique. Alors, comment vous faites, vous voyez la synergie entre savoirs locaux et développement urbain en Afrique? Merci. Merci. Merci bien. Moi, je suis devenu ministre en 1999. Je l'ai été jusqu'à 2005. Pour la petite histoire, il est toujours malaisé, en tout cas pour moi, de parler de moi-même. J'aurais préféré que quelqu'un d'autre réponde à cette question. Mais pour être factuel, en 1999, le Bénin devrait adopter sa première stratégie de réduction de la pauvreté. Et dans cette stratégie-là, qui a été proposée au Bénin par le Fonds monétaire et la Banque mondiale, il n'y avait pas le secteur urbain, ni l'environnement. Ce n'était pas perçu comme étant des secteurs qui pouvaient réduire la pauvreté. Eh bien, le Bénin a été l'un des tout premiers, sinon le premier pays africain à insérer dans le DSRP, comme on l'appelait, document de stratégie de réduction de la pauvreté, les secteurs urbains et de l'environnement. Ce qui a permis, précisément, d'en faire un secteur de concentration et de pouvoir faire davantage d'investissements en tenant compte des éléments que je vous ai apportés ici, à savoir la priorité a été donnée à la viabilisation, donc amener des services urbains dans les quartiers périphériques, donner la priorité à la décentralisation en transférant les compétences et les ressources. Donc le ministère a fait deux choses, déconcentrer ses ressources humaines et les décentraliser certaines en les mettant à disposition des communes pour pouvoir faire. Et en même temps, mettre en place un processus d'habilitation, de capacitation des communes pour qu'elles rentrent dans le mécanisme d'investissement public en milieu urbain. C'est-à-dire, on met devant elles ce qu'il y a comme investissement possible et elles doivent compétir pour avoir cet investissement-là. Et on leur montre le chemin, on les accompagne. Pour nous donner quelques exemples. Vous avez parlé de la pollution atmosphérique. Oui, c'est exact. Mais par rapport à ce que nous avons fait, non seulement on a aidé tous ceux qui avaient des motos à 2 temps, qui étaient, comme vous le savez, des motos très polluants. À l'époque, l'Afrique était la dernière région au monde à acheter encore du carburant au plomb, qu'elle achetait plus cher. C'était mauvais pour la santé, mais l'Afrique achetait ça plus cher. Et il a fallu donc s'accorder avec les autres pays pour bannir l'essence avec plomb et faire en sorte qu'on puisse faire la transition entre ceux qui avaient des motos à 2 temps vers des motos à 4 temps en facilitant leur acquisition à moins de coûts. Pour ne donner que ces exemples-là. Par rapport à Rio 92 et les savoirs locaux, les synergies, elles vont jouer tout particulièrement dans ce qui concerne la façon d'appréhender l'apport de l'informel. Une population qui arrive dans les zones dites informelles, j'aime toujours mettre ça en guillemets parce qu'à cause de la connotation de cet adjectif-là, elles viennent avec ce qu'elles savent faire. Elles viennent, la plupart du temps, les choses qu'elles utilisent pour dépendre de l'environnement, pour dépendre des ressources naturelles. D'ailleurs, les services, les fonctions, les activités qu'elles créent, génératrices de revenus, elles les créent à partir de savoirs locaux. Et donc, quand on veut capter ce qu'elles font pour pouvoir les capitaliser, il faut avoir
une grille de lecture qui comprend aussi les connaissances qu'il y a derrière ce qu'elles font. Et quand on a compris cela, on peut éventuellement mieux capter ça. Donc oui, les savoirs locaux sont fondamentaux. Je devrais dire fondamentaux, non? Merci. Très bien. Voilà qui conclut la partie formelle de cette conférence midi. Et on va remercier très sincèrement ceux qui ont fait le déplacement en bravant la superbe météo du jour. Et ceux qui nous ont suivis à distance également, je dis la partie formelle puisqu'il y aura une partie informelle pour gratifier tous ceux qui ont pu braver la météo et ont fait le déplacement. Donc on va continuer avec des échanges informels. Je suis sûr qu'il y a encore des questions à aborder, mais on ne va pas abuser du temps puisque la conférence était censée se terminer à 14h. Il est 14h24. Donc, on va poursuivre autour d'un café, les échanges et tout ça. Donc, et une fois encore, merci d'avoir fait le déplacement et merci d'être venu pour cette conférence-là. Et en remerciant également M. Nyakadia pour son dévouement et son don de soi pour cette conférence-là et en répondant à toutes les questions. Merci.